Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce qui s'est passé en Serbie le 18 février dernier avec un Embraer 195 qui a fait du tout-terrain. Nous parlons d'un Embraer qui s'est aligné avec seulement 1250 mètres de piste devant lui, qui s'est aligné, comme vous pouvez le voir sur ces images, à la bretelle Delta 5 et qui s'est aligné alors qu'il n'avait que 1275 mètres de piste devant lui, là où s'il avait remonté, s'il avait pris le temps de remonter toute la piste, il aurait eu 3,5 km. Et ce qui devait arriver arriva. Il a roulé plus de 500 mètres avant de réussir à décoller, à impacter de nombreuses lumières et des systèmes d'aide à l'atterrissage pour la piste en sens opposé, a finalement réussi à se sustenter, est revenu se présenter pour essayer de faire une inspection de train et s'est finalement posé en toute sécurité, si je puis dire, 55 minutes après le décollage. L'enquête est en cours. Nous ne sommes pas là pour distribuer les bons points, les mauvais points. Nous sommes là pour essayer de voir les faits et ce qu'ils peuvent dès à présent apporter à la sécurité des vols, aux facteurs humains et également relever le fait que ce coup-ci, il n'y a absolument rien à dire. Le contrôleur aérien a tout fait pour avertir le pilote qui avait l'air très sûr de lui quant à ses calculs de performance au décollage. Nous allons revenir dans le détail sur tout ça. J'ai mis le t-shirt qui va bien, le t-shirt de la DSNA, des contrôleurs aériens français, en hommage au travail qu'ils rendent à la sécurité aérienne. Et je vous dis, jingle. Alors, nos protagonistes, nous avons un Embraer 195, le Oscar Yankee Golf Delta Charlie, un aéronef qui est fabriqué par le Brésil. Premier vol, ça remonte à 2002, mise en service opérationnel 2004 avec la Pologne, un best-seller. Il y a plus de 1671 aéronefs qui ont été fabriqués dans la famille des E-Jet, comme on dit, différentes tailles, le 170, le 175, le 190, le 195. Là, il s'agit d'un 195 qui peut peser 53 tonnes au décollage, voler en croisière à Mach 0,78. Les gros Boeing, les gros Airbus, on est sur du 83, 84. Alors, vous avez peut-être entendu aux informations, notamment sur RTL ces derniers jours, que les avions de ligne ont passé du mur du son au-dessus de l'Atlantique. Ces avions donc supersoniques au-dessus de l'Atlantique. Le vol 120 d'American Airlines est flashé, tenez-vous bien, à 1300 km/h. Si ça vous intéresse, mettez-le moi dans les commentaires, car ces deux-là... Et oui, c'est pas tout à fait exact, on en reparlera sur la chaîne. Toujours est-il, il faut généralement dans les 2000 à 2100 mètres de piste pour décoller avec ce type d'avion. La famille des Embraer a une bonne réputation, peu d'avions a été perdu, et vous en avez entendu parler pour la dernière fois, le 22 octobre dernier, c'était un vol affrété par Alaska Airlines, le vol 2053, où un pilote qui était présent dans le cockpit, en mise en place, qui n'était pas membre d'équipage, a essayé d'éteindre les deux réacteurs, a été arrêté et chargé, comme ils disent aux États-Unis, avec 83 tentatives de meurtre. Donc il n'est pas sorti de l'affaire, le garçon. Toujours est-il, cet avion, qui peut prendre environ 100 passagers, n'appartenait pas à Air Serbia, contrairement à ce qui est affiché sur l'avion. Pourquoi ? Air Serbia, ça vient à la base d'une autre compagnie créée en 1927. Ça s'appelle Air Serbia depuis le 1er août 2013. Juste avant, c'était la JAT Yugoslav Airlines avec des 737 notamment. Ils mettent en œuvre 22 avions pour 63 destinations. 51% de la compagnie appartient à l'État. 49% appartient à Etihad. Ils ont des 319, ils ont un 330 avec lequel ils vont régulièrement à New York. Ils ont des ATR et également, ils sous-traitent. Et ils sous-traitent
au grec à Marathon Airlines. Je vous rappelle que le marathon, c'est la bataille de Marathon, avec la course d'un messager qui a fait les 42,195 km, qui est mort à l'arrivée, pour dire aux habitants d'Athènes, ne brûlez pas la ville, nous avons gagné la bataille de Marathon. Eh bien, Marathon Airlines, ils vont pouvoir relâcher l'effort, car Air Serbia vient de casser le contrat suite à l'événement du 18 février dernier. C'est une compagnie qui existe depuis le 9 novembre 2017 et qui propose à l'affrètement jusqu'à 9 aéronefs. Et là, ça a failli très mal se passer. Le terrain de Belgrade, Nikola Tesla, vous avez 2 pistes, 3400 mètres, 3500 mètres. Pour la petite histoire, c'est un terrain qui est géré, c'est une concession de Vinci depuis 2017. Ils l'ont à concession pour 25 ans. C'est un terrain qui fonctionne bien, qui a bonne réputation. 2,8 millions de visiteurs en 2022, 87 destinations, un terrain très bien équipé, avec tout ce qu'il faut, et un contrôle aérien qui est critique. Notre vol était prévu pour faire Belgrade-Düsseldorf, chez nos camarades allemands. Vous avez donc cette piste de 3500 mètres, et généralement, on aime bien dire dans l'aviation que toute la piste que vous laissez derrière vous lorsque vous vous alignez pour décoller est de la piste inutile. Vous avez besoin de pistes non seulement pour accélérer, décoller, vous affranchir du sol sans rien taper, mais également vous avez besoin de pistes en cas d'accélération arrêt. Si vous vous alignez sur une piste de 3500 mètres, vos capacités de freinage ne seront pas les mêmes que si vous avez 1200 mètres devant vous. Donc en termes de prise de décision dans le cockpit, cela va avoir un impact. Comme nous disions dans la vidéo sur le toucher de la queue de l'Air France à Toronto, pour chaque décollage, vous allez, en fonction de la température, de la masse, de la pression, là il y avait 1030, on était en anticyclone, du vent, calculer les paramètres de départ de votre aéronef, et ensuite les réacteurs vont donner la puissance en adéquation avec la piste disponible pour décoller en respectant une sorte d'équation où c'est le mieux pour l'avion, le mieux pour la consommation de pétrole, le mieux pour vos performances. C'est généralement ce qu'on appelle le flex. On ne décolle pas forcément plein gaz dans l'aviation de ligne. Toujours est-il, notre camarade s'aligne à 17h38 local. Le contrôle attire son attention sur le fait qu'il est en Delta 5. Vous entendez l'équipage qui répond en disant nous sommes en Delta 5, nous avons 1275 mètres devant nous. Le contrôleur, et c'est le superviseur, car avant on entendait une voix féminine qui lui dit mais en gros assurez-vous de vos calculs. Serbia 86 Charlie Tower. Air Serbia 86 Charlie Tower. Are you familiar that you entered runway by Delta 5 intersection? Yes, Tora is 22 actually, sorry. Tora is 1273 meters. I assume that's not enough. Okay, calculate and call me. If you need, you can commence backtrack and line up a beam Delta 6. Okay, able to depart via Delta 5. L'équipage lui confirme bien que ça passe, décolle, et quelques temps après, un rappel en disant qu'ils ont touché quelque chose au sol et qu'ils sont en urgence. Et là, le superviseur à la radio est très proactif, peut-être même un peu trop, mais on va pas lui en vouloir d'être légèrement intrusif quand on voit la performance de l'équipage à ce stade-là. Serbia 86 Charlie, is everything okay? Everything okay? No, we have probably to go back, number one. So, Delta Charlie, 86 Charlie, we have probably to go back to land, number one. Okay, do you want to join traffic circuit? Yes, I have turned into the right. Would you like maybe to check landing gear? Yes, let's give us some moments, please. Et va leur proposer de venir pour faire une inspection de train, un passage à basse hauteur au-dessus de la tour à 500 pieds minimum. Et derrière, il y a changement de fréquence, c'est normal, vous avez la fréquence avec la tour, ensuite quand vous vous éloignez, vous avez la fréquence approche ou départ, et notre Embraer va rester en vol 55 minutes avec le contrôle aérien qui va libérer la piste, la mettre à disposition de l'Embraer, qui dans un premier temps monte à 4000 pieds, puis descend à 1500, peut-être avec cette volonté de faire une inspection visuelle, mais va changer d'avis, va remonter à 6500 pieds, le tout en maintenant une vitesse aux alentours des 200 nœuds, et au bout d'une vingtaine de minutes, après avoir sûrement pris un peu de recul, essayer de voir et traiter toutes les pannes,
car au vu de l'état de l'avion, vous avez de la fuite de carburant, vous avez des soucis au niveau des commandes de vol, peut-être même des soucis au niveau de l'hydraulique. Ils vont venir pour faire une low pass, un passage bas, aux alentours des 180-200 nœuds, pour une inspection visuelle, et après derrière se présenter et se poser, vitesse en finale que l'on voit grâce à Flight Radar aux alentours des 180 nœuds, donc probablement une vitesse augmentée, car plus votre avion est touché, eh bien plus généralement vous allez arriver vite avec votre avion. Avant cela, vous avez sûrement fait des tests de contrôlabilité, vous allez essayer de tester la configuration dans laquelle vous pouvez maintenir le contrôle de votre aéronef, et avec des impacts, vos volets, vos dispositifs hyper sustentateurs risquent d'être touchés, donc vous allez devoir recalculer votre distance de posée et les conditions avec lesquelles vous allez pouvoir freiner. De plus, si vous avez abîmé votre train, et vous pouvez vous attendre à avoir un posé un peu compliqué, donc on se retrouve en cas d'équipage à ce moment-là face à une situation assez complexe à gérer, car on a du mal à savoir vraiment ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et l'intégrité du train d'atterrissage. Alors maintenant, de nombreuses vidéos sont sorties sur la toile. Vous voyez que les pilotes a commencé sa rotation trop tôt, s'est retrouvé avec l'avion assis un petit peu sur les fesses, nous en parlions sur la vidéo d'Air France. Cela peut être dû à un problème au niveau des calculs, de distance de décollage, de vitesse de rotation, mais également ça peut être dû au fait que le pilote voit arriver le bout de la piste, n'a pas la distance nécessaire pour arrêter et par instinct va tirer sur le manche. Dans tous les cas, déjà arrivé dans l'aviation, comme de nombreuses choses. Par exemple, c'est arrivé au Tchad avec un C-135, et bien dans ce cas-là, vous pouvez sortir plus de volets, augmenter vos capacités d'hypersustentation et hop, réussir à décoller, rester en effet de sol, accélérer un petit peu et monter. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. Ça ne doit pas arriver normalement, les calculs de performance sont là pour ça, le contrôle croisé au sein de l'équipage également, et puis tout simplement la culture, c'est-à-dire que quand vous êtes pilote de ligne avec un avion de 50 tonnes, si vous verbalisez que vous avez 1275 mètres de piste et que ça ne vous choque pas, faut peut-être se rendre compte qu'on n'est pas sur un beach baron où voilà, il y a quand même des cohérences à avoir et savoir prendre du recul par rapport aux résultats que nous donnent nos logiciels de calcul. Derrière, suite aux dégâts, l'approche sur la piste 12 du terrain a été dégradée d'une approche ILS de catégorie 3 à une approche de catégorie 1, car de nombreux éléments ont été détruits, ont été arrachés, ont été endommagés par notre Embraer lors de son décollage. Donc pour revenir précisément sur ce qui s'est passé, le pilote s'aligne avec moins de la moitié de la piste disponible, le superviseur attire son attention sur ce fait, le pilote dit « j'ai 1275 mètres, c'est bon », le superviseur lui dit « est-ce que vous êtes sûr, si besoin, je peux vous autoriser à remonter la piste et prendre les 3500 ou 3000 mètres dont vous avez besoin ?» L'équipage lui répond « c'est bon, ça passe », décolle, n'arrive pas à décoller avant le bout de piste, fait 500 mètres en hors-piste où ils vont taper des lumières et des systèmes d'ILS prévus pour l'autre sens d'atterrissage, vont ensuite réussir péniblement à se soulever par rapport à la surface du sol et rester très très bas, mais à forte incidence avec un avion qui freine du fait de son attitude et n'arrive pas à raccélérer, vont finalement réussir à raccélérer, récupérer des bonnes conditions de vol, monter, prendre un petit peu le temps pour trier les patates, venir faire un passage à basse altitude pour une inspection visuelle et finalement se poser en toute sécurité. Les images après coup ressemblent plus à un B-17 en retour de vol de guerre qu'à un avion de ligne en retour d'emergency. La grosse leçon est une leçon malheureusement que l'on connaît déjà dans l'aviation, c'est que toute la piste que vous laissez derrière vous lors du décollage ne sert à rien. La deuxième leçon est que avoir des tablettes, faire des calculs ultra précis au mètre près de performance au décollage, c'est bien, mais avoir le bon sens aéronautique et savoir prendre du recul et garder un œil critique sur ces indications, c'est mieux. Car vous vous doutez bien que son Embraer, il décollait pas en moins de 1500 ou 2000 mètres. À partir de là, on peut mettre en opposition culture, savoir, expérience et calcul précis. Vous ne faites pas des calculs précis avant le décollage pour le fait de faire des calculs précis et de rentrer dans la machine. Votre responsabilité en tant que commandant de bord, en tant que membre d'équipage, est toujours de prendre un maximum de recul et de rester parfaitement aligné à l'objectif numéro 1 d'un transporteur, c'est la sécurité, sécurité des passagers, sécurité de l'équipage, sécurité des gens au sol et ensuite sécurité de votre avion.
Une telle erreur de calcul est probablement due à un souci de calcul en amont, que ce soit sur le pétrole, sur la masse de l'avion, mais surtout à une mauvaise culture des masses et des distances nécessaires pour l'Embraer. Peut-être que l'équipage était nouveau sur type, peut-être pas, l'enquête le dira. Dans tous les cas, si vous êtes passager, l'état de cet avion, qui est revenu, et j'insiste, se poser sans aucun blessé à bord, doit vous rassurer sur la robustesse de ces vecteurs aériens. La proactivité du contrôle doit également vous rassurer car cela montre que dans les tours de contrôle, nous avons encore des professionnels avec du bon sens. Voir un jet avec des passagers s'aligner avec 1275 mètres, oui, il va te donner l'autorisation, mais il l'a prévenu tellement de fois avant qu'il y a un moment, si l'équipage ne comprend pas ce qu'il veut dire, il faut peut-être changer de métier. Et c'est ce que l'enquête nous montrera, et c'est ce que le jugement nous montrera, car je pense, sans trop m'avancer, que les pilotes risquent d'être inquiétés d'un point de vue juridique, car oui, quand vous acceptez vos galons, quand vous acceptez la responsabilité d'un avion, que vous acceptez la responsabilité des passagers, et qu'un événement comme ça a lieu, eh bien il faut aller s'expliquer. Avant de juger, il y aura une enquête, et comptez sur nous pour vous partager le compte-rendu de l'enquête, d'analyse et d'accident de cet événement, car n'oublions jamais que dans l'aviation, ça va beaucoup plus vite de faire une bêtise que de faire un miracle et qu'on ne vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs nous-mêmes et qu'il faut partager et apprendre de celles des autres. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. On reparlera de ces avions lignes qui volent à vitesse supersonique et peut-être à très vite en conférence, en workshop ou en team building. Allez, fly safe.